L'équipe de nuit à l'hôpital de district a cette odeur très particulière, un mélange de nettoyant pour sol et de café instantané bon marché qui a essentiellement le goût d'eau marron. J'étais assise au poste des infirmières, me massant le cou, qui devenait progressivement raide. J'essayais désespérément de rester éveillé même si j'avais l'impression que mes yeux ne fonctionnaient qu'à 5% de leur capacité. Être le médecin de garde dans une petite ville froide des montagnes du Harz exige des nerfs d'acier et une bonne sélection de pulls en laine épais. Jusqu'à présent, la nuit avait été plutôt calme. Juste un patient souffrant de maux d'estomac parce qu'il avait abusé d'une currywurst épicée. Le reste était d'un calme mortel si calme que j'ai brièvement pensé à me glisser dans la salle de pause pour une petite sieste. Mais j'ai immédiatement écarté l'idée en me rappelant le message que mon mari m'avait envoyé 2 heures plus tôt. Mon téléphone sur le comptoir affichait le dernier message de Jean, aussi doux que toujours. Il écrivait qu'il était déjà arrivé sur le chantier à l'extérieur de la ville et qu'il allait se coucher tout de suite parce qu'il était complètement épuisé d'avoir été au volant toute la journée. Jean est le genre de mari qu'on ne peut pas réveiller une fois qu'il dort. Probablement même pas un léger tremblement de terre ne le jetterait hors du lit. J'ai souri doucement en lisant son message et je me sentais heureuse d'avoir un mari aussi travailleur qui me tenait toujours au courant. Même s'il oubliait parfois de suspendre correctement sa serviette mouillée, je ressentais un sentiment de paix à l'idée qu'il dorme profondément dans son logement pendant que je passais la nuit en compagnie de quelques moustiques et du tic-tac monotone de l'horloge murale. Cette paix n'a pas été troublée par le son d'un fantôme, mais par le rugissement d'une ambulance qui s'est soudainement arrêtée juste devant l'entrée des urgences. Le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé a fait disparaître instantanément ma somnolence pour laisser place au mode d'alerte que j'avais perfectionné au fil des ans. L'infirmière de service, qui jusqu'à ce moment était absorbée par un jeu sur son téléphone, a sauté de sa chaise, prête à recevoir le nouveau patient. J'ai redressé ma blouse blanche, pris une grande inspiration et me suis dépêché vers les portes vitrées automatiques qui se sont ouvertes brusquement. Le vent glacial de la nuit a frappé mon visage, apportant avec lui l'odeur métallique du sang et la panique des ambulanciers. Mon pas s'est arrêté net à côté du brancard, et à ce moment-là, j'ai eu le sentiment que mon monde s'arrêtait de tourner. Mes yeux se sont agrandis en regardant la silhouette de l'homme allongé là, affaibli, le visage couvert de griffures et les vêtements en lambeaux. Ce n'était pas un étranger. C'était Jean, mon mari, qui était censé dormir paisiblement dans une autre ville. Mon cerveau s'est bloqué et a refusé de traiter ce que je voyais. Comment est-il possible que l'homme qui m'avait dit au revoir pour aller travailler dans l'État fédéral voisin soit maintenant allongé devant moi, portant la chemise en flanelle coûteuse que je lui avais offerte le mois dernier, et qui était maintenant complètement détruite? J'avais l'impression d'être au milieu d'une mauvaise blague de caméra cachée. Mais malheureusement, il n'y avait de caméra cachée nulle part ici. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'adrénaline médicale, mais à cause d'un mélange de confusion et de peur. Je me suis approché pour m'assurer que je ne me trompais pas. Peut-être était-ce juste quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Le visage de mon mari était en fait assez ordinaire, mais non, le grain de beauté sur son cou et le bracelet en cuir à son poignet étaient des preuves irréfutables. C'était lui. C'était Jean. Juste au moment où j'allais lui prendre la main pour vérifier son pouls, un ambulancier m'a fait un bref rapport d'un accident de voiture que le véhicule de mon mari avait eu sur la route menant à une zone de randonnée populaire dans les montagnes et non en direction du chantier. Avant que je ne puisse reprendre mon souffle pour me calmer, le deuxième acte de ce drame a commencé sans prévenir. Une jeune femme a fait irruption dans la salle d'urgence, essoufflée et le visage également couvert de légères griffures. Elle pleurait bruyamment d'une voix si perçante que les autres infirmières se sont retournées de choc. Sans demander la permission, elle s'est frayé un chemin et s'est agrippée au corps inconscient de Jean, comme si elle était la propriétaire légitime de cette personne allongée sur le brancard. La scène ressemblait exactement à l'un de ces feuilletons télévisés que ma mère regardait toujours. La différence était que celle-ci était réelle et se jouait juste sous mes yeux. Ce n'était pas une étrangère, et la reconnaître m'a frappé plus fort à la poitrine que la nouvelle de l'accident de Jean. C'était Lara, la fille des voisins, que j'avais presque considérée comme une petite sœur l'étudiante que j'aidais souvent financièrement pour ses frais de semestre parce que ses parents traversaient une période difficile. Son apparence cette nuit-là était très différente de la Lara innocente et polie qui venait habituellement chez moi. Elle portait une robe de soirée plutôt révélatrice, ses cheveux teints en blond platine, et elle ne sentait pas un spray corporel subtil, mais un parfum cher et entêtant. La voir pleurer hystériquement tout en appelant mon mari par un petit nom m'a retourné l'estomac. Les sanglots de Lara sont devenus plus intenses. Elle secouait le corps de Jean en le suppliant de se réveiller. « Jean, réveille-toi. S'il te plaît, ne me quitte pas » criait-elle sans aucune honte.
Elle n'a pas du tout remarqué ma présence alors que je me tenais là, à la tête du brancard, caché derrière un masque et une coiffe chirurgicale. Quelle ironie, la femme que j'aidais à financer ses études pleurait maintenant sur mon mari comme si j'étais l'étrangère dans cette situation. Si cela n'avait pas été un hôpital, je lui aurais probablement versé une poche de perfusion sur la tête pour la remettre à ses sens. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait giflé le visage avec un chiffon mouillé, douleur, surprise et humiliation tout à la fois. Ma main droite tremblait de façon incontrôlable. Je brûlais d'envie de la traîner dehors par ses cheveux blonds. Mais le serment que j'avais prêté il y a des années me maintenait immobile. Ici, j'étais le médecin, et sur mes épaules reposait la responsabilité d'une vie même si cette vie appartenait à un traître et à sa maîtresse. La situation était un test de patience d'un niveau divin dans lequel je devais choisir si je voulais être une épouse en colère ou un médecin professionnel. J'ai pris une grande inspiration et rempli mes poumons de la forte odeur de désinfectant pour éclaircir mes pensées embrumées. Lentement, j'ai ajusté mon masque et l'ai remonté jusqu'à ce qu'il couvre presque tout mon visage à l'exception de mes yeux. Mon identité devait rester secrète pour le moment, du moins jusqu'à ce que je sache à quel point le gouffre de mensonges qu'ils avaient creusé derrière mon dos était profond. D'un geste raide mais déterminé, j'ai ordonné à une infirmière d'éloigner Lara du patient. La nuit serait longue, et apparemment, j'avais besoin d'un café beaucoup plus fort que cette boue claire pour faire face à cette folie. Être spectatrice du drame de sa propre vie est une sensation étrange comme d'avaler un morceau de chewing-gum. Il reste coincé, vous paniquez, mais il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Je suis resté debout, droite, à côté du brancard et j'ai fait un effort surhumain pour empêcher mes genoux de trembler face à cette scène ridicule. Lara continuait de coller à Jean comme un timbre-poste mouillé et refusait de le lâcher, même si une infirmière essayait doucement de la repousser. Si la situation n'avait pas été aussi critique, j'aurais ri de son obstination avec laquelle elle défendait l'homme qui était, en fait, mon mari. Comme c'est drôle. Elle jouait la comédie comme l'héroïne du moment, celle qui s'en souciait le plus. Pourtant, c'était moi qui avais passé des années à m'assurer que Jean mangeait sainement et qui avait repassé ses chemises. La jeune femme se débattait comme un chat qu'on force à prendre un bain pendant que l'infirmière essayait de l'écarter pour que je puisse examiner le patient. Elle s'est mise à pester contre la lenteur du personnel hospitalier et nous a accusés d'être incompétents face à une personne importante. Une personne importante, disait-elle. Jean était important, oui surtout sa facture de carte de crédit, qui avait grimpé en flèche le mois dernier à cause d'achats dont je commençais maintenant à soupçonner la destination. Avec le peu de patience qu'il me restait, j'ai fait un signe des yeux à un brancardier costaud pour qu'il emmène Lara de l'autre côté du rideau. Ses protestations sont devenues plus calmes, même si on pouvait encore l'entendre menacer d'appeler le directeur de l'hôpital, la menace habituelle, qui a éveillé en moi une envie irrépressible de lever les yeux au ciel. Mes mains bougeaient automatiquement vers le stéthoscope tandis que mon esprit priait de ne pas jeter l'instrument à la tête de quelqu'un. Écouter la poitrine de Jean avec l'appareil médical semblait extrêmement étrange cette nuit-là. Normalement, je le touchais pour le serrer dans mes bras ou simplement pour appuyer ma tête contre lui. Son cœur battait vite mais régulièrement, au même rythme que le mien, que je sentais sur le point d'éclater à cause d'une colère contenue. Son odeur corporelle était la même que toujours, celle de son parfum boisé que j'aimais tant mais cette fois mélangée à la sueur d'une autre femme et à l'odeur métallique du sang, ce qui me retournait l'estomac. Mon professionnalisme en tant que médecin était mis à sa plus dure épreuve. Je devais sauver la vie de la personne qui venait de me planter un poignard dans le dos. L'infirmière la plus expérimentée à mes côtés, Nadia, m'a lancé un regard interrogateur très clair. Elle avait l'air d'avoir avalé un œuf dur entier. Nadia savait exactement qui était le patient, elle avait rencontré Jean plusieurs fois lors de dîners de service. Elle m'a regardé, puis Jean, puis m'a regardé à nouveau, la bouche légèrement entr'ouverte derrière son masque. Avant qu'elle ne puisse crier ou poser une question qui aurait révélé mon identité, j'ai mis mon index sur mes lèvres. Heureusement, Nadia était assez intelligente pour comprendre le signal. Bien que ses yeux reflètent une pitié qui blessait un peu ma fierté, je n'avais besoin de la pitié de personne. Je devais me concentrer. Ma concentration a été troublée à nouveau lorsque j'ai entendu le bruit de Lara de l'autre côté du rideau. Cette fois, elle insistait pour revenir, gémissant d'une voix larmoyante. Elle disait que Jean ne pouvait pas être sans elle, il avait besoin de la proximité de son affection pour se réveiller plus tôt. Mon Dieu, j'avais envie de m'administrer un sédatif pour ne plus avoir à écouter cet amas de bêtises. Comment était-il possible que l'étudiante que j'avais si souvent vue aller à la paroisse locale se soit transformée en une femme aussi impudente ?
C'était vrai ce que les gens disaient, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un jusqu'à ce qu'on le voie dans une situation extrême ou, dans ce cas, qu'on le surprenne en train de tromper. L'aiguille chirurgicale dans ma main dansait agilement sur la peau de la tempe de Jean, refermant le tissu qui avait été déchiré par l'impact contre le volant. Chaque point que je faisais me semblait être une ironie. Je réparais le visage de l'homme qui venait de détruire la confiance que nous avions bâtie pendant des années. Jean a gémi doucement, a entrouvert les yeux, mais son regard était troublé par l'effet de l'anesthésie locale et le coup sur la tête. Il a murmuré un nom, et par Dieu, j'aurais aimé qu'il dise mon nom. Mais cet espoir a été instantanément détruit lorsque ses lèvres ont formé le nom de Lara dans un murmure, comme si ce nom était son porte-bonheur. Ma main s'est arrêtée en l'air pendant une seconde avant que je ne continue la suture, serrant peut-être le fil un peu plus fort que nécessaire. Après 10 minutes, qui m'ont semblé 10 ans, la première intervention médicale était terminée et le saignement à sa tête s'était arrêté. J'ai retiré les gants de latex tachés de sang et les ai jetés dans la poubelle médicale avec un mélange d'émotions. J'en restais maintenant allongé là, tranquillement, avec un bandage autour de la tête, et avait l'air paisible, comme s'il n'avait commis aucun péché. J'ai fait un pas en arrière pour laisser la place au brancardier pendant qu'il nettoyait les restes de l'intervention et j'ai ajusté mon masque, qui commençait à m'étouffer. Je voulais courir à la salle de bain, m'éclabousser le visage d'eau glacée, me réveiller et réaliser que tout cela n'avait été qu'un cauchemar parce que j'avais mangé une soupe instantanée avant d'aller me coucher. Mais la réalité m'a giflé à nouveau lorsqu'une infirmière m'a apporté un plateau avec les effets personnels du patient qui avait été récupéré dans ses poches de pantalon et de veste. Là se trouvait son portefeuille en cuir marron, que je lui avais offert pour son anniversaire, sa clé de voiture avec le porte-clés à moitié cassé, et une carte de chambre que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas la clé de notre maison ou de son bureau. C'était une carte magnétique élégante avec le logo d'un hôtel de luxe dans les montagnes, dont le prix par nuit aurait pu couvrir toutes mes courses mensuelles. J'ai tendu la main, pris la carte et l'ai serrée fort dans la poche profonde de ma blouse blanche. La première phase des soins médicaux était terminée, mais il semblait que l'examen ne faisait que commencer. L'atmosphère derrière le rideau de la salle d'urgence était maintenant calme. Tout ce que l'on entendait était le bruit des ciseaux d'une infirmière coupant le pantalon de Jean pour mieux examiner les blessures à sa jambe. J'avais presque de la peine de voir un jean aussi cher détruit, dont j'avais payé la dernière échéance avec ma carte seulement le mois dernier. Mais qu'importe? Si même le cœur du propriétaire était en lambeaux, pourquoi devrais-je me soucier d'un morceau de tissu? Je me tenais immobile, les bras croisés, et observais chaque centimètre du corps de mon mari allongé là, sans défense, cherchant tout autre signe du mensonge qui aurait pu rester sur sa peau. Soudain, il y eut un bruit sourd lorsqu'un brancardier retira le reste de sa veste en cuir. Un mince porte-carte et un reçu froissé tombèrent au sol et roulèrent juste devant mes pieds. Un interne de garde s'est penché pour les ramasser dans le cadre du protocole de sécurité pour les biens du patient. Mais j'ai été plus rapide et j'ai saisi ces pièces à conviction avec l'agilité d'un gardien de but. Je m'en occupe. Ce sont des objets de valeur, ai-je dit d'une voix aussi neutre que possible pour ne pas paraître suspecte en tant qu'épouse. Le brancardier a hoché la tête docilement et s'est remis à nettoyer les plaies sur le genou de Jean. Le papier que je venais de ramasser n'était pas un reçu de la station-service, ni une facture de ciment sur le chantier comme il me l'avait dit cet après-midi-là. Mes yeux se sont agrandis en lisant les lettres sur le papier thermique. C'était la facture d'un dîner romantique pour un montant total qui aurait pu payer mes courses pendant 2 semaines. Elle détaillait 2 filets de bœuf de premier choix et une bouteille de vin coûteuse, avec une date et une heure d'il y a seulement 2 heures. Fantastique, monsieur Jean. Il disait qu'il mangerait un sandwich sur un chantier poussiéreux, et en réalité, il coupait de la viande tendre dans un restaurant 5 étoiles. Pendant ce temps, je mangeais des biscuits rassis d'hier ici pour ne pas avoir de vertige pendant l'équipe de nuit. Et ce n'était pas tout. Le porte-carte qui était tombé contenait également une autre surprise qui n'était pas moins douloureuse. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé, soigneusement placée entre sa carte d'identité et ses cartes de crédit, une carte de chambre électronique avec une image de montagne verte. Dessus se trouvait le nom d'un complexe de bien-être luxueux, Paridor Mountain Panorama, ainsi qu'un numéro de chambre qui appartenait à l'une des suites les plus chères avec piscine privée. Ce n'était pas un endroit où les ouvriers se reposaient. C'était un endroit pour les lunes de miel ou une escapade d'un week-end. J'ai senti mes genoux faiblir, comme si quelqu'un m'avait enlevé un os après l'autre. Le projet à l'extérieur de la ville était, en réalité, le projet de pêcher avec la fille du voisin. Mes mains tremblaient violemment alors que je tenais ces preuves silencieuses. Ce n'était pas le froid de la climatisation, mais le feu de la jalousie qui brûlait dans ma poitrine.
Je voulais froisser le reçu et le fourrer dans la bouche de Jean pour qu'il réalise que le goût de cette viande coûteuse était maintenant devenu amer. Mais bien sûr, l'honorable docteur Karine Montenegro ne pouvait pas se permettre une scène aussi sauvage devant ses subordonnés. Je devais garder mon sang-froid, même si mon cœur était en ruine. Comme la vie est étrange. Je trimesse lors des gardes de nuit pour nos économies, et lui les dépensait pour profiter de la belle vie avec une femme qui n'avait même pas encore son diplôme. Avec le peu de force et de bon sens qu'il me restait, j'ai rangé toutes les preuves de son infidélité dans la poche profonde de ma blouse. Que ces maudits objets restent là un moment à côté de mon stéthoscope et de mon stylo, et attendent le bon moment pour être présentés comme des armes de destruction massive pour mon mariage. J'ai regardé le visage de Jean, qui dormait toujours paisiblement. Le visage que j'avais autrefois aimé éperdument me semblait maintenant étranger et faux. Ce soir, je ne soignerai pas seulement tes blessures, Jean, mais je rassemblerai aussi des munitions pour te détruire lentement. J'ai pris une grande inspiration, expiré brusquement par la bouche, et repris mon expression professionnelle, prête pour l'acte suivant de ce drame de pacotille. Le bruit des talons au frappant le sol en terrazzo résonnait, aigu et agaçant, comme le bourdonnement d'un moustique dans l'oreille quand on est sur le point de s'endormir. Lara a de nouveau fait irruption derrière le rideau, ignorant les avertissements du vigile, qui était complètement dépassé par son comportement de princesse gâtée. Avec un maquillage coulé qui la faisait ressembler à un panda sous la pluie, elle s'est tenue devant un interne, les mains sur les hanches. Elle exigeait que Jean soit transféré immédiatement dans la chambre la plus chère. Bien qu'elle n'ait même pas rempli les formalités d'admission, sa confiance en elle était stupéfiante, comme si l'hôpital appartenait à sa grand-mère et qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Sans une trace de honte, sa jolie bouche a commencé à cracher des phrases qui m'ont fait brûler les oreilles derrière le masque. D'un ton perçant et artificiel, elle s'est présentée comme la fiancée du patient et a exigé que nous ne contactions aucun autre membre de la famille de Jean, surtout pas sa femme. Sa femme est une vieille peau. Elle travaille tout le temps et elle est radine. J'en n'en peux plus à la maison, a-t-elle lancé à l'infirmière, qui l'écoutait avec un visage confus. Elle a même dit fièrement, Jean m'a promis qu'il demanderait le divorce la semaine prochaine pour m'épouser. Eh bien, quel scénario sophistiqué. Il s'est avéré qu'elle n'était pas seulement une étudiante médiocre, mais qu'elle avait aussi un talent pour écrire des romans d'amour de bas étage. Je me tenais dans un coin, serrant le dossier du patient et faisant semblant d'être occupé par des notes, bien qu'en réalité je serrais le stylo si fort que mes phalanges étaient devenues blanches. Je brûlais d'envie de lui rire au nez, de rire de sa stupidité d'insulter la femme radine directement devant la personne concernée. Elle ne savait pas que la femme radine dont elle parlait était celle qui tenait actuellement la vie de son amant entre ses mains. Les frais de scolarité qu'elle utilisait pour s'acheter du rouge à lèvres et des talons hauts provenaient également de la sueur de cette femme pas si radine que ça. Une ironie écœurante, mais je me suis retenu de toutes mes forces pour que la représentation du cirque ne s'arrête pas trop tôt. Lara continuait de bavarder et montrait une bague en or à son annulaire, qui selon elle était le cadeau de leur fiançailles secrète le mois dernier. La bague me semblait familière. Le design était exactement le même que celui d'une bague que j'avais vue dans la vitrine de mon bijoutier habituel, une bague que je pensais que Jean avait achetée pour notre anniversaire de mariage, mais qui n'avait jamais fini entre mes mains. J'ai ressenti une douleur lancinante au cœur, mais ma logique me commandait de rester calme. Laisse-la parler. Laisse-la dire ce qu'elle veut. Laisse-la poser toutes ses cartes sales sur la table. Plus elle en disait, plus j'enregistrais de preuves dans ma mémoire pour les traîner tous les deux devant un juge. Profitez de votre moment de gloire, mademoiselle Lara, car très bientôt le véritable metteur en scène prendra le contrôle du spectacle. L'occasion en or est enfin venue quand la princesse de supermarché, Lara, s'est excusée pour aller aux toilettes afin de rafraîchir son maquillage, qui ressemblait désormais à celui d'un clown sous la pluie. Je suis retourné dans le box des urgences et me suis retrouvé seul avec Jean, qui dormait toujours sous l'effet des médicaments. Mon regard s'est immédiatement fixé sur l'objet noir et plat posé dans le bassin en acier à côté du brancard, le smartphone de Jean. L'écran s'était brisé en 1000 morceaux comme une toile d'araignée à cause de l'impact de l'accident, mais le voyant de notification clignotait avec coquetterie, réclamant de l'attention. D'un mouvement rapide mais prudent, j'ai pris le téléphone avant que quelqu'un d'autre ne puisse le voir. J'avais l'impression d'être un voleur reprenant ce qui lui appartenait. Mes doigts ont touché l'écran froid et une grande question m'est venue à l'esprit, avait-il changé le mot de passe? Les hommes infidèles ont généralement des systèmes de sécurité dignes d'une banque centrale pour cacher leur saleté. Mais il s'est avéré que j'avais surestimé l'intelligence de mon mari. Lorsque j'ai entré la combinaison de mon jour et de mon mois d'anniversaire, le téléphone s'est déverrouillé sans aucun problème.
Une ironie stupéfiante, il me trompait dans mon dos mais utilisait toujours mon anniversaire comme clé d'accès à ses secrets. Qui sait si c'était par paresse de le changer ou parce qu'il pensait que j'étais trop bête pour vérifier un jour son téléphone. L'image de fond n'était plus notre photo de mariage mais l'image de la voiture de sport de ses rêves, un petit signe que ses priorités dans la vie avaient radicalement changé. Je n'ai pas perdu de temps à regarder la galerie de photos ou les messages qui auraient certainement fait monter ma tension en flèche. Mes doigts ont bougé rapidement pour ouvrir l'application bancaire. Mon instinct d'épouse, qui servait également de ministre des Finances du foyer, me trompait rarement. Mon cœur a raté un bond quand j'ai vu le solde du compte que nous appelions « économie pour les vacances de randonnée », le compte que nous avions péniblement rempli en mettant de côté une partie de nos salaires chaque mois, rêvant que nous ferions un jour un grand tour des Alpes ensemble. Maintenant, la somme avait considérablement fondu pour atteindre un montant dérisoire. Les milliers de dollars qui étaient censés être notre billet pour ce rêve commun ne couvriraient même plus un billet de train local. Mes yeux se sont brouillés alors que je parcourais l'historique des transactions sur l'écran brisé. C'était là, noir sur blanc, la preuve d'un crime bien plus douloureux qu'une simple infidélité physique. Il y avait un virement d'une somme considérable effectué 2 jours plus tôt à un concessionnaire de moto. Le motif du paiement, acompte pour une Harley-Davidson. Puis une autre transaction pour le paiement intégral de la location de la villa de luxe où ils avaient prévu de passer cette nuit. Pendant que j'économisais, ne mangeant que des pommes de terre et me refusant tout souhait de nouveaux vêtements au nom d'un rêve partagé, il avait utilisé cet argent sacré pour acheter un véhicule à sa maîtresse et financer ses péchés. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait enfoncé une énorme pierre dans l'estomac. Je ne pouvais plus respirer et je me sentais horriblement mal. J'en étais pas seulement un mari infidèle, c'était un voleur dans sa propre maison. Avec des mains tremblantes d'une rage qui me montait jusqu'à la tête, j'ai rapidement envoyé des captures d'écran de tous les mouvements de compte à mon propre numéro et j'ai effacé la trace de l'envoi en un éclair. J'ai remis le téléphone exactement là où il était, dans la même position, comme si je ne l'avais jamais touché. Quand j'ai regardé le visage de Jean, dormant si innocemment, j'ai senti mon amour s'évaporer complètement pour laisser place à un dégoût profond envers un homme capable d'échanger le dévouement de sa femme contre un plaisir éphémère. Le drame de cette nuit a reçu une nouvelle vedette invitée qui, de manière tout aussi scandaleuse, a rompu le silence du couloir de l'hôpital par le bruit de pas précipités. Ma belle-mère, une femme d'un certain âge qui avait d'habitude l'air impeccable avec son chignon élégant, est apparue cette fois en robe de chambre sous un manteau épais, le visage plein d'une panique absolue. Moi, debout dans un coin, j'ai ressenti un léger soulagement, pensant qu'enfin un membre de la famille raisonnable était arrivé pour reprendre les rênes de cette situation insensée. Mes attentes étaient simples, elle gronderait Lara pour avoir couru la nuit avec un homme marié et s'excuserait ensuite auprès du médecin qui traitait son fils. Mais il s'est avéré que mes attentes étaient bien trop élevées, aussi élevées que mon désir de perdre du poids alors que j'adore grignoter entre les repas. À peine avait-elle franchi la porte que son radar n'a pas cherché un médecin pour s'enquérir de l'état de son fils, mais s'est au contraire fixé directement sur la silhouette de Lara, qui sanglotait dans la zone d'attente. Sans hésitation, ma belle-mère s'est précipitée vers Lara et l'a serrée fort dans ses bras, comme si elle était la victime la plus démunie d'une catastrophe naturelle. « Oh, Lara, mon enfant, est-ce que tu vas bien ? Quelle frayeur j'ai eue quand on m'a dit que vous aviez eu un accident », a-t-elle dit d'un ton mielleux qu'elle n'avait jamais utilisé une seule fois pour moi au cours des 5 années où j'avais été sa belle-fille. Je suis resté là, sans voix, la bouche ouverte derrière mon masque, et je me sentais comme une statue décorative dont la présence était complètement ignorée. Ainsi, ma belle-mère était déjà au courant des escapades de son fils et avait même donné sa bénédiction à cette relation illégitime. La scène suivante a fait bouillir mon sang jusqu'à mes tempes, une sensation plus brûlante que l'asphalte en plein été. Tandis qu'elle caressait les cheveux blonds en désordre de Lara, ma belle-mère a commencé une attaque verbale contre sa belle-fille légitime sans réaliser que la personne qu'elle insultait se tenait directement devant elle. « Dieu merci, tu es saine et sauve, mon enfant. J'espère juste qu'il n'arrivera rien à Jean. Il est notre seul espoir de nous débarrasser de cette femme. Cette personne radine et prétentieuse qui n'a que son travail en tête, a-t-elle dit si naturellement, sans le moindre sentiment de culpabilité. Elle a dit cela juste devant moi, le médecin qui tenait le dossier médical de son fils. J'avais envie de répondre « Bonjour, chère madame. La femme radine dont vous parlez se tient juste ici, réussissant à peine à ne pas vous injecter accidentellement le mauvais médicament. Il semble que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. » La nature trompeuse de Jean était apparemment un pur héritage génétique de sa mère. Cette nuit-là, le masque de la « famille heureuse » s'est finalement brisé, révélant leur visage véritable, cupide et faux.
S'entendre insulter directement en face est une expérience unique. C'est comme entendre un enregistrement de sa propre voix et réaliser à quel point elle sonne mal, mais avec un contenu bien plus blessant qu'une fausse note. Je me tenais raide comme un piquet à côté du brancard et serrais le dossier du patient avec la même force avec laquelle je réprimais l'envie de fourrer un rouleau de gaz de pansement dans la bouche de ma belle-mère. Imaginez, la femme que j'avais toujours respectée, pour qui j'achetais une robe de créateur chaque année pour son anniversaire, se tenait maintenant devant moi en gueulant et en me déchirant en morceaux. Elle parlait comme si j'étais le monstre d'un conte de fées pour enfants dont la seule mission était de torturer le prince d'or. Et il s'est avéré que sa version du prince d'or était maintenant allongée là, inconsciente, après avoir dilapidé l'argent de sa femme pour aller faire la fête. Ma belle-mère n'avait toujours pas remarqué que le médecin qui se tenait immobile devant elle, caché derrière un masque vert et une coiffe chirurgicale, était la belle-fille qu'elle venait de calomnier. Elle était trop occupée à passer amoureusement ses doigts dans les cheveux blonds emmêlés de Lara, une scène qui me retournait l'estomac. Quand je souffrais de gastrite due à l'épuisement parce que je faisais des heures supplémentaires pour payer l'hypothèque de sa maison, elle ne prenait même pas la peine de me tapoter la tête. Elle ne regardait même pas dans ma chambre, elle m'envoyait juste un message, « Arrête de pleurnicher. Jean a besoin de manger correctement. » Et maintenant, regardez la douceur avec laquelle elle traitait une étrangère qui avait failli tuer son fils dans un accident de voiture. Il semble que dans cette famille, la barre de l'affection soit placée en fonction de votre capacité à être faillot, et non de la sincérité de votre cœur. Docteur, s'il vous plaît, faites tout pour mon fils. Ne vous inquiétez pas du coup. Sa femme s'en chargera. Elle a beaucoup d'argent, docteur, mais elle est incroyablement radine. Si mon fils n'avait pas à lui demander de l'argent, elle amasserait sûrement tout pour ses propres caprices, m'a lancé ma belle-mère. La phrase est sortie sans filtre de sa bouche et s'est écrasée contre le mur de ma patience, qui était déjà plein de fissures. Comme c'est drôle. Elle prétendait que j'amassais de l'argent pour mes caprices. Quel caprice? Je n'avais pas changé mes chaussures de travail depuis 2 ans, dont les semelles étaient déjà usées, alors qu'elle et son fils recevaient le dernier smartphone tous les 6 mois. L'argent que j'amassais soi-disant était celui que je mettais aussi de côté pour sa propre prévoyance vieillesse. Mais apparemment, leurs esprits étaient tellement embrumés par la cupidité qu'ils ne pouvaient plus distinguer l'or du cuivre. Lara, cherchant protection, a jeté de l'huile sur le feu. Oui, Tati. Pauvre Jean. Il me dit souvent qu'il se sent sous pression à la maison. Sa femme est froide, presque jamais là, toujours occupée avec ses patients. Jean a besoin de chaleur, a-t-elle ajouté avec des faux sanglots. Quand j'ai entendu cela, j'ai senti mon sang bouillir plus fort que l'eau dans une bouilloire juste avant qu'elle ne siffle. C'était donc cela l'histoire qu'ils avaient construite dans mon dos. Moi, qui me cassais le dos à travailler jour et nuit, renonçant à mon repos pour mes patients, j'étais froide et je le négligeais. Et qui payait la facture d'électricité pour qu'ils puissent dormir profondément avec la climatisation? Qui remplissait le frigo pour qu'ils n'aient pas faim? La réponse était la femme, froide, qui tenait maintenant leur vie au bout de ses doigts. J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de remplir mes poumons d'autant d'oxygène que possible avant d'exploser. La salle d'urgence froide m'a soudain semblé étouffante et petite. Le bip régulier du moniteur cardiaque de Jean semblait être la bande-son de cette tension. L'infirmière Nadia à côté de moi était visiblement nerveuse. Ses pieds s'agitaient et elle me regardait avec horreur, craignant que je ne leur jette une bouteille d'oxygène à tout moment. Mais ne vous inquiétez pas, je suis une professionnelle. Je ne vais pas recourir à la violence physique. J'ai une manière bien plus élégante et mortelle de fermer ces bouches toxiques. Assez de cette farce pour ce soir. Le scénario de ce drame est trop long et trop ennuyeux. Ma voix paraissait sérieuse et contrôlée derrière le masque. Ma belle-mère s'est retournée avec une expression sombre, peut-être offensée que j'ai interrompu son sermon. « Qu'est-ce qu'il y a, docteur ? Quelque chose ne va pas avec mon fils ? Est-ce grave ? Vous serez responsable si mon fils garde des séquelles, m'a-t-elle lancé d'un ton hautain, typique de quelqu'un qui croit que le monde tourne uniquement autour de soi. Je n'ai pas répondu par des mots. Lentement, j'ai porté ma main à ma tête. Mes mouvements étaient intentionnellement lents et dramatiques, comme dans un film au ralenti, pour qu'elle puisse savourer chaque seconde. Mes doigts ont atteint les liens de la charlotte chirurgicale qui couvrait mes cheveux, et j'ai défait le nœud. Le tissu vert est tombé au sol et a libéré ma longue crinière, un peu ébouriffée certes, mais ma belle-mère a froncé les sourcils, confuse par le comportement étrange du docteur. Mais le clou du spectacle restait à venir. Ma main a glissé vers les élastiques du masque derrière mes oreilles.
À ce moment-là, le temps a semblé s'arrêter. 1 seconde, l'élastique droit s'est détaché. 2 secondes, le gauche a suivi. 3 secondes. J'ai abaissé complètement le tissu qui couvrait mon visage et j'ai laissé la lumière néon de la salle d'urgence illuminer mon vrai visage. Le silence qui a suivi était extraordinaire, plus profond que celui d'un cimetière à minuit. L'agitation de l'hôpital derrière le rideau semblait s'estomper, remplacée par le son imaginaire de mâchoires tombant au sol. Ma belle-mère, dont le visage était auparavant rouge de colère, est devenue pâle comme un linge. Ses yeux sont presque sortis de leurs orbites et sa bouche s'est grande ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle ressemblait à un poisson hors de l'eau, cherchant son souffle. Elle me fixait comme si elle voyait un fantôme sorti de sa tombe pour se venger. Son corps tremblait violemment. La main avec laquelle elle venait de serrer Laura pendait désormais inerte à son côté. Pendant ce temps, la réaction de Laura assise sur la chaise n'était pas moins épique. Son visage barbouillé de maquillage s'est figé. Ses yeux passaient frénétiquement de mon visage au badge sur ma blouse, médecin-chef Dr Montenegro. Je pouvais pratiquement voir son cerveau lent essayer de faire le lien. Le docteur devant elle était Karen. Karen était le nom de la femme de Jean. La femme de Jean était la femme qu'elle venait de qualifier de radine et de vieille sorcière. Et le pire de tout, c'était la femme qui avait payé pour ses études. Son monde imaginaire s'est effondré. Elle s'est recroquevillée sur sa chaise et a essayé de se cacher derrière ma belle-mère, mais malheureusement, ce dos tremblait aussi faiblement. Je les ai regardés tour à tour avec une expression que j'avais répétée mentalement, froide, tranchante et sans émotion. Pas de larmes, pas de crise hystérique, juste le regard d'un juge tenant déjà le marteau à la main. Les coins de ma bouche se sont légèrement soulevés dans un sourire cynique et intimidant. Je vous en prie, continuez, chère dame, ai-je dit d'une voix calme qui résonnait dans la petite pièce. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Que votre belle-fille est radine? Que c'est une chèvre orgueilleuse? S'il vous plaît, continuez de parler. J'adore vous écouter. On n'a pas souvent l'occasion d'entendre une opinion aussi honnête de la part d'une belle-mère et de la fille du voisin, que je nourris toutes les deux chaque jour. Ma belle-mère a reculé, a trébuché sur le pied d'une chaise et a failli tomber. Elle a essayé de parler, mais sa voix est restée coincée dans sa gorge. Elle a seulement réussi à bégayer Karen. Son arrogance et son attitude s'étaient évanouies. Devant moi ne se tenait plus qu'une vieille femme démasquée, figée par la honte parce qu'elle avait été surprise en train de mordre la main qui la nourrissait. Un sentiment de satisfaction s'est propagé dans mon corps. Voir leur horreur était une juste récompense pour la douleur qu'ils m'avaient causée. « Pourquoi êtes-vous silencieuse » ai-je demandé à nouveau, faisant cette fois un pas vers elle. Mes pas résonnaient fermement sur le sol en terrazzo. Il y a un instant, vous étiez très énergique et exigiez le meilleur traitement. Ne vous inquiétez pas, chère dame. Je suis une professionnelle. J'ai déjà recousu la tête de votre fils. J'ai déjà soigné ses blessures. Je ne le laisserai pas mourir simplement parce que je méprise son comportement. J'ai fait une pause pour laisser la peur s'installer. Mais à partir de cette seconde, vous ne recevrez plus aucun traitement de faveur. Et au fait, Laura, me tournant vers la jeune femme qui gardait maintenant la tête basse et évitait mon regard, j'espère que vous avez une bonne assurance santé ou au moins un portefeuille bien rempli, car dès ce soir, la bourse que vous recevez de ma part est officiellement annulée. Veuillez payer vous-même les frais de traitement de votre amant. L'ambiance dans la pièce était celle d'une paralysie absolue. Ils ne pouvaient pas fuir, ne pouvaient pas répondre, ne pouvaient pas se cacher. Leur masque gisait en morceaux sur le sol, piétiné par la vérité que je venais de révéler. Je me tenais là comme la grande gagnante de cette confrontation, non pas comme la victime pleurant dans un coin, mais comme la femme qui avait le contrôle total sur le sort des traîtres devant elle. La nuit était froide, oui, mais mon regard était bien plus glacial que l'air de n'importe quelle montagne. S'il existait une compétition mondiale pour le changement d'expression faciale le plus rapide, ma belle-mère aurait remporté le premier prix sans concurrence. Son visage en colère, avec lequel elle m'avait insulté quelques instants plus tôt, s'est transformé radicalement en une expression suppliante, comme celle d'un mendiant à un feu rouge. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle essayait de bégayer une défense qui ne consisterait certainement qu'en un tas de mensonges. Karen, j'étais juste contrarié. Je ne le pensais pas comme ça. Tu as mal compris, mon enfant, a-t-elle balbutié en essayant de saisir ma main avec sa main ridée et froide. J'ai reculé et me suis dégagé de son contact comme si sa main portait un virus mortel. Mal compris? Quelle partie ai-je mal comprise, chère dame?
La partie où vous m'avez traité de radine ou celle où vous avez dit que Lara était votre belle-fille idéale, ai-je demandé d'un ton posé mais blessant. Un sourire en coin restait sur mes lèvres alors que je savourais la scène rare de cette vieille lionne perdant soudainement ses dents dans sa propre cage. Lara restait silencieuse derrière elle, faisant semblant d'être occupée à entortiller l'ourlet de sa robe, espérant probablement que le sol l'engloutisse à cet instant précis. Sans plus de cérémonie, j'ai fouillé dans la poche de ma blouse, non pas pour en sortir un bonbon, mais le trésor que j'avais précédemment trouvé dans la poche de Jean. D'un geste calme, j'ai déposé le reçu froissé du dîner et la carte magnétique de la chambre d'hôtel sur la table à côté du brancard. Le son sec de la carte en plastique sur la table en métal a résonné dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas besoin de drame avec des larmes de crocodile ce soir. Jetez un œil à ça, ai-je dit en désignant les preuves. Ceci est la facture pour un dîner romantique et la location d'une chambre de luxe payée avec l'argent de nos économies pour nos vacances de randonnée. L'argent que j'ai péniblement économisé grâce à des gardes de nuit et en soignant des patients pendant que votre fils s'amusait avec cette étudiante sans vergogne. Ma belle-mère a fixé les objets, les yeux grands ouverts, puis m'a regardé avec un visage blême. Elle savait qu'elle était échec et mat. Il n'y avait pas d'issue. Écoutez-moi bien car je ne le répéterai pas, ai-je dit fermement, en les regardant dans les yeux l'un après l'autre. Mon travail en tant que médecin est terminé. J'ai sauvé la vie de votre fils et soigné les blessures de sa maîtresse. Professionnellement, j'ai rempli mon devoir, mais personnellement, je suis désolé. Le bureau de bienfaisance est définitivement fermé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué mon ultimatum. À partir de cet instant, je m'en lave les mains. Occupez-vous vous-même des formalités administratives de l'hôpital. N'utilisez plus mon nom comme garant. Et toi, Lara, me tournant vers la jeune fille, utilise l'argent qu'il te reste de ce que tu as volé à mon mari pour payer tes médicaments. N'espère plus un centime de ma poche. Je me suis retourné et j'ai marché vers le rideau avec un immense sentiment de soulagement, comme si je venais de jeter aux ordures quelque chose de pourri que j'avais gardé chez moi depuis bien trop longtemps. Bonne nuit. Profitez bien de votre temps ensemble sans l'interférence de cette femme radine, ai-je conclu, en tirant le rideau et en les laissant complètement abasourdis, se demandant comment ils allaient payer une facture qui n'allait certainement pas être petite. Sortir de derrière le rideau des urgences était comme quitter un cachot étouffant après 10 ans d'emprisonnement. L'air de l'hôpital, qui sentait habituellement les désinfectants et les médicaments, m'a soudain semblé aussi frais que l'air de la montagne au matin. Mes pas étaient légers, comme si le fardeau de centaines de kilos que je portais sur mes épaules venait de tomber et de s'écraser au sol, le fardeau d'être la femme parfaite, la belle-fille obéissante et la source financière de la famille. Au poste de soins, Nata et les autres infirmières me regardaient avec un mélange d'admiration et d'horreur. Elles avaient certainement tout entendu. Les murs de cet hôpital ont des oreilles, et les commérages se propagent ici plus vite que la lumière. Mais je me moquais qu'elles sachent. À partir de ce soir, je n'avais plus de secret de famille à cacher. J'avais déterré jusqu'à l'os le cadavre que Jean avait caché. Pourquoi devrais-je avoir honte? Ceux qui devraient avoir honte étaient ceux qui étaient assis là-bas, se noyant dans leur confusion. Je suis allé directement à l'administration, ignorant les regards curieux du vigile qui bâillait à son poste. L'employé administratif de nuit, un jeune homme aux yeux cernés par le manque de sommeil, s'est redressé en me voyant arriver avec un visage qui ressemblait probablement à celui d'un ange de la mort. D'une voix calme et monocorde, je lui ai donné les instructions qui allaient être le premier clou dans le cercueil financier de mon mari. Bonsoir. Veuillez noter que pour le patient nommé Jean aux urgences et la femme qui l'accompagne, toutes les factures doivent être séparées de mon compte personnel. Pas un seul dollar ne doit être facturé via mon assurance familiale. Je retire ma garantie avec effet immédiat. S'ils ne peuvent pas payer en espèces ou par carte, traitez-les selon la procédure pour les patients non assurés qui ne peuvent pas payer. L'employé m'a fixé un instant, stupéfait, surpris d'entendre des instructions aussi dures de la part du docteur Karen, qui était habituellement aimable et offrait parfois quelque chose à la cafétéria. Mais quand il a vu le sérieux de mon regard, il a hoché la tête rapidement et a commencé à taper frénétiquement quelque chose sur son ordinateur. Après m'être occupé de la question administrative, je ne suis pas rentré chez moi. Retourner dans une maison vide ne m'aurait fait que pleurer, et je refusais de verser une larme pour un homme aussi indigne. J'ai préféré m'asseoir dans la cafétéria de l'hôpital déjà déserte et commander un café noir, amer, aussi amer que ma vie cette nuit-là. Tout en sirotant le café chaud, j'ai réfléchi à quel point la vie est étrange. Quelques heures plus tôt, j'étais encore une épouse fière avec un mari travailleur. J'imaginais encore notre vieillesse,
assis ensemble sur le porche à regarder nos petits-enfants jouer. Il s'est avéré que tout cela n'était qu'un fantasme dans ma tête. La réalité est que je n'étais qu'une vache à lait qu'on avait exploitée jusqu'à l'épuisement et qu'il voulait abattre une fois qu'elle ne serait plus utile. La différence, c'est que cette vache à lait avait des cornes et savait comment encorner. Mon téléphone a vibré. Une notification de l'application bancaire. Je venais de bloquer toutes les cartes de crédit additionnelles de Jean et de sa mère. Oh, quel plaisir d'imaginer leur visage quand le caissier du supermarché leur dirait que la carte a été refusée. 2 heures plus tard, alors que l'aube pointait et que le ciel devenait bleu foncé, une infirmière est accourue vers moi à la cafétéria. Elle a dit, « Jean est tout à fait réveillé. Il est en colère et exige de vous voir. » En colère? Quelle énergie! Un homme dont la tête venait d'être recousue et qui avait une jambe cassée avait encore la force d'être en colère. J'ai bu mon café d'un trait, j'ai ajusté ma blouse et je suis retourné vers le service d'un pas calme. C'est l'acte final, ai-je pensé, le moment où le petit roi doit apprendre que son royaume s'est effondré et qu'il n'est plus le souverain. Quand je suis entré dans la chambre, qui était maintenant une chambre à 3 lits de la catégorie la plus simple, car sans ma garantie, il n'avait naturellement plus accès à une chambre privée. La scène était à la fois pathétique et ridicule. Jean était allongé dans un lit en fer avec un matelas mince. Sa jambe était surélevée avec un bandage épais, son visage gonflé. À côté de lui, ma belle-mère était assise sur une chaise en plastique bon marché, se massant le front, tandis que Lara était accroupie par terre, serrant ses genoux, le visage complètement bouffi par les pleurs. Dès que je suis entré, les yeux de Jean se sont éclairés. Il a essayé de se redresser, mais a gémi de douleur. « Karen, c'est quoi ce bordel? Pourquoi m'as-tu mis dans ce trou? Je suis ton mari. Transfère-moi immédiatement dans une chambre privée. Il fait beaucoup trop chaud ici, a-t-il crié d'une voix rauque. Incroyable. Au lieu de s'excuser ou de se sentir coupable, sa première phrase était une plainte sur les installations. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas de miroir chez eux. Je me suis contenté d'un léger sourire et suis resté debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, savourant le spectacle des rats pris dans leur propre piège. Bonjour, mon cher ex-mari, ai-je salué d'un ton joyeusement fin qui contrastait avec l'atmosphère lugubre de la pièce. Je suis désolé, mais les chambres privées sont réservées uniquement aux proches des médecins. Et comme tu as décidé de fonder une nouvelle famille avec la fille du voisin, tes privilèges ont expiré. Considère cela comme une simulation de la vie misérable qui t'attend dès demain. Jean m'a fixé, les yeux grands ouverts, le visage rouge de rage. Il a pointé une main tremblante vers moi. Ne sois pas insolente. Je peux te dénoncer pour abandon malveillant, a-t-il menacé. J'ai ri doucement, un vrai rire car sa menace ressemblait à la blague d'un clown de cirque, abandon. Au contraire, je t'apprends le vrai sens de l'indépendance. Je me suis approché de son lit, ce qui a poussé ma belle-mère à reculer instinctivement sa chaise par peur. J'ai regardé Jean droit dans les yeux, cherchant une trace d'amour, mais n'y trouvant qu'un ego blessé. Vas-y, dénonce-moi. Mais avant que tu ne me dénonces pour abandon, je t'ai déjà signalé pour détournement de fonds et vol, ai-je chuchoté lentement mais avec force. Le visage de Jean, auparavant rouge de colère, est devenu d'une pâleur mortelle. Ses yeux erraient nerveusement. Vol. Ne m'accuse pas faussement, s'est-il défendu, mais sa voix sonnait peu sûre. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les preuves des transferts que j'avais sauvegardés les économies pour nos vacances de randonnée, Jean, les milliers de dollars que nous avons économisés pendant 5 ans. Tu as claqué tout ça pour lui acheter une moto, j'ai pointé du menton la direction de Lara, et pour louer cette villa pour tes péchés? C'est une infraction pénale. Et puisque l'argent était sur un compte joint qui était principalement alimenté par mon salaire, j'ai tout à fait le droit de te poursuivre. La pièce est redevenue silencieuse. Cette fois, c'était un silence oppressant. Jean savait qu'il ne pouvait pas nier les preuves numériques. Ma belle-mère s'est remise à pleurer, cette fois plus sincèrement, en réalisant que le portefeuille de son fils était vide. Karen, mon enfant, ne fais pas ça. Réglons ça en famille. Quelle honte devant les voisins si la police l'apprend, a supplié ma belle-mère en essayant une fois de plus de me saisir la main. J'ai doucement retiré ma main. En famille? Quelle famille, chère dame? La famille que vous avez soutenue pour me tromper? Oh, et en parlant de voisins, je pense que vous devriez vous préparer à un déshonneur encore plus grand. Je me suis tourné vers la porte et j'ai fait signe à quelqu'un qui attendait dehors. La porte s'est ouverte brusquement,
et un homme et une femme d'un certain âge sont entrés, leur visage affichant une colère sans borne. C'étaient les parents de Lara. Je les avais appelés de la cafétéria pour les informer que leur fille était à l'hôpital après un accident avec un homme marié. Leur réaction avait été, bien sûr, une rage pure. Quand Laura a vu ses parents, elle a sursauté de choc. « Papa, maman » a-t-elle murmuré. Mais son père l'a giflé violemment au visage, le son résonnant dans toute la pièce. « Espèce d'ingrate. Nous payons pour tes études pour que tu deviennes quelqu'un, pas pour que tu deviennes une adultère. Tu as jeté la honte sur la famille » a crié le père. La mère de Lara pleurait hystériquement et frappait sur les épaules de sa fille. « Où avons-nous échoué avec toi? Comment as-tu pu faire ça à Karen? Qui t'a même aidé pour tes frais de scolarité ?» Le chaos dans la pièce était un spectacle. Laura pleurait et demandait pardon aux pieds de son père. Ma belle-mère pleurait de confusion, et Jean ne pouvait que rester là, figé dans son lit, incapable de fuir à cause de sa jambe cassée. Il regardait ses beaux-parents potentiels traîner sa maîtresse hors de la chambre. À la maison. « Je t'enferme, et tu peux oublier l'université » a crié le père de Lara en l'emmenant. Lara s'est tournée vers Jean dans l'espoir que son prince la sauve, mais Jean a détourné le regard. Le prince crapaud était bien trop occupé à essayer de se sauver lui-même. Voilà pour l'amour éternel qu'ils avaient proclamé la nuit précédente. Il s'est avéré que leur amour était aussi fragile qu'un mouchoir en papier. Après le départ de la famille de Lara avec tout leur drame, nous sommes restés tous les trois, les restes de cette famille détruite. Jean me regardait avec une expression perdue. Peut-être venait-il de réaliser qu'il était complètement seul. « Karen, s'il te plaît » sa voix s'est affaiblie. Son ego s'effondrait face à la réalité. « Ma jambe. Le docteur dit qu'ils doivent opérer et poser une plaque. Ça coûte beaucoup d'argent. Maman ne l'a pas. S'il te plaît, juste cette fois. Je jure que je te rembourserai dès que je serai sur pied. » J'ai regardé sa jambe bandée. Oui. La blessure était assez grave. S'il n'était pas opéré bientôt avec du matériel de haute qualité, il pourrait rester boiteux pour le reste de sa vie. Les coûts s'élevaient à des milliers de dollars, une petite somme pour moi, une fortune pour un faux travailleur comme lui. « Oh, quel dommage » ai-je répondu d'un ton de fausse inquiétude. « L'opération est chère. » « Oui, malheureusement, tu as déjà dépensé l'argent qui aurait pu la payer pour la moto de Lara. Essaie peut-être de lui demander de la vendre pour financer ta chirurgie. » « Oh, non. J'attends. Son père vient de la prendre et va certainement la confisquer. » J'ai secoué la tête et feint la tristesse. D'ailleurs, Jean, même si j'avais l'argent, je préférerais en faire don à un orphelinat plutôt que de financer la jambe que tu as utilisée pour aller pêcher. Considère ta future boiterie comme un rappel éternel de ton infidélité pour qu'à chaque pas, tu te souviennes à quel point tu as été stupide. Ma belle-mère s'est jetée à mes pieds et s'est accrochée désespérément à mes jambes. « Karen, pardonne-nous, mon enfant. Je t'en prie, aie pitié de Jean. Il est jeune. Il a encore toute la vie devant lui. Ne le laisse pas devenir un. Je te promets, je le forcerai à quitter Lara. Je serai une bonne belle-mère pour toi. » J'ai regardé la vieille femme à mes pieds avec une étincelle de pitié, mais mon dégoût était bien plus grand. « Chère dame, il est déjà trop tard. Ça ne sert à rien de se mettre à genoux maintenant. Quand j'étais malade et que j'avais besoin de votre aide, où étiez-vous alors? Vous étiez occupé à dépenser mon argent. Maintenant, vous vivez par vous-même à quel point c'est difficile de le gagner. » J'ai dégagé ma jambe de son étreinte et je l'ai laissé rouler doucement sur le sol froid. J'ai sorti une enveloppe marron de ma poche, que j'avais déjà préparée cette nuit-là avec l'aide de l'avocat de ma famille, qui était par hasard de garde pour un autre incident. J'ai placé l'enveloppe sur la poitrine de Jean. Ceci est la demande de divorce. Signe-la le plus vite possible si tu veux une procédure simple. Si tu fais des histoires, je m'assurerai que tu moisisses en prison pour détournement de fonds. Tu n'as que deux options, être un pauvre homme boiteux hors de prison ou un détenu boiteux à l'intérieur. Jean a fixé l'enveloppe, ses mains tremblantes. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux, des larmes de regret qui venaient bien trop tard. Il venait de réaliser qu'il avait non seulement perdu sa femme, mais aussi son distributeur automatique, son avenir et sa dignité d'homme. Et une dernière chose, ai-je dit en marchant vers la porte, prête à quitter cette pièce pour toujours. La facture d'hôpital tourne à l'heure. Si vous n'avez pas versé d'acompte d'ici midi, l'hôpital vous donnera votre congé contre avis médical.
Mon conseil, vendez les bijoux en or que vous portez, chère dame. Oh, attendez. C'est moi qui vous ai acheté ces bijoux. Eh bien, considérez cela comme mon dernier acte de charité, vendez-les pour le ticket de bus du retour parce que votre voiture est une épave et aucune assurance ne couvrira un accident causé par une conduite imprudente. J'ai lentement refermé la porte de la chambre et laissé les cris de regret résonner à l'intérieur. J'en hurlais mon nom. Sa mère suppliait le Dieu qu'ils avaient oublié depuis si longtemps, mais pour moi, ces sons n'étaient plus que des bruits de fond s'estompant progressivement. J'ai remonté le couloir de l'hôpital, qui se remplissait peu à peu de visiteurs. Le soleil brillait vivement à travers les fenêtres, illuminant le sol propre. La chaleur de ses rayons pénétrait ma peau comme pour brûler les derniers vestiges de la nuit glaciale et terrible. J'ai touché ma poitrine là où mon cœur battait. Étrangement, je ne ressentais pas de douleur insupportable. Ce que je ressentais était un soulagement immense, vaste, comme si j'avais été guéri d'une maladie chronique qui me rongeait depuis longtemps. J'avais perdu un mari, j'avais perdu mes économies et j'avais perdu 5 ans pour rien. Mais aujourd'hui, j'avais regagné quelque chose de bien plus précieux, ma dignité. Moi, Dr Karen Montenegro, je n'étais plus la femme stupide qu'on pouvait tromper. J'étais une femme libre qui venait de gagner une bataille sans se salir les mains de sang. Laissons le karma agir de sa manière élégante. Ma tâche est simplement de passer à autre chose en quête du vrai bonheur, loin de ceux qui se lamentent maintenant sur leur sort dans une chambre de 3e catégorie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri un sourire vraiment sincère pour moi-même. 6 mois ont passé depuis cette nuit dramatique, et j'ai l'impression que c'était hier que je me suis échappé de la fosse au lion. La différence est que maintenant, je me sens renaître. Ce matin, le soleil brille fort à l'horizon, saluant la fenêtre de mon nouvel appartement dans une autre ville. Il n'y a plus de brouillard de montagne froid qui se glisse dans vos os, ni d'appels d'urgence au milieu de la nuit qui vous font sauter du lit. Et plus important encore, il n'y a plus ce fardeau dans ma vie appelé Jean et sa famille. Je me tiens sur le balcon, une tasse de thé chaud à la main, respirant l'air matinal qui sent la terre humide et l'herbe fraîche. Je sens mes poumons, qui étaient auparavant alourdis par la fumée des mensonges, complètement dégagés. Au lieu de me réveiller inquiète pour les factures de carte de crédit de mon mari comme je le faisais autrefois, je me réveille maintenant avec un large sourire, pensant à ce que je vais me cuisiner. La liberté, s'avère-t-il, a un goût sucré. Déménager dans une autre ville a été la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Après un divorce compliqué, plein de larmes de crocodile de sa part, j'ai fait mes valises dès que le juge a prononcé le verdict. Je n'ai pas emporté grand-chose avec moi, juste mes vêtements, mes manuels de médecine et les restes de ma dignité, que j'ai pu nettoyer des taches de la trahison. J'ai vendu la vieille maison pleine de mauvais souvenirs et j'ai utilisé l'argent pour ouvrir un petit cabinet dans ma ville natale. Ici, les gens ne me connaissent pas comme la femme du docteur qui a été trompée, mais comme le docteur Karen, celle qui est amicale et donne parfois des vitamines aux enfants. C'est merveilleux de recommencer complètement à zéro sur une page blanche. Quant au passé, les rumeurs, ou plutôt les nouvelles, me parviennent encore par d'anciens voisins curieux, même si je ne demande rien. Ils disent que la vie de Jean a radicalement changé. De prince sur un cheval, il est devenu un prince en fauteuil roulant, métaphoriquement parlant. L'opération de sa jambe a été pratiquée, mais comme il n'a bénéficié que des prestations les plus simples de l'assurance maladie obligatoire et que la rééducation a été limitée par manque d'argent, il marche désormais avec une boiterie permanente. Imaginez ça. Un homme qui avait l'habitude de pavaner dans des chaussures chères et de déambuler avec arrogance boitit maintenant à l'aide d'une canne en bois, et même pas une canne élégante, mais une canne ordinaire avec des embouts en caoutchouc usé. Il a essayé de trouver du travail dans plusieurs entreprises de construction, mais personne ne l'a accepté à cause de sa condition physique et du dossier de la plainte pour détournement de fonds que j'avais initialement déposé. Oui, j'ai retiré la plainte pénale au dernier moment, mais pas par amour. Je l'ai retiré parce que je pensais que la prison serait une punition trop confortable pour lui. Là-bas, il aurait de la nourriture gratuite, un toit au-dessus de sa tête et de la compagnie. Ce serait comme des vacances payées. Je voulais qu'il vive la vraie prison, la prison de la vie, vivre dans la pauvreté, handicapé, endetté, dans un minuscule appartement loué avec sa mère acariâtre et sans revenu. C'est une condamnation à vie qui pèse beaucoup plus lourd. Et en effet, les dernières nouvelles sont qu'ils vivent maintenant dans un petit studio parce que la banque a saisi leur maison. La voiture est une épave. La moto a été reprise par la société de financement. Et les bijoux de ma belle-mère ont été vendus pour payer des traitements alternatifs inefficaces. Ma belle-mère,
l'ancienne grande dame qui me regardait de haut, travaille maintenant, dit-on, comme femme de ménage dans notre ancien quartier, une ironie qui me fait rire intérieurement. Elle avait l'habitude de me traiter de radine parce que je n'achetais pas souvent de nouveaux vêtements. Maintenant, elle doit laver les vêtements des autres pour manger. Les mêmes voisins devant lesquels elle se vantait avec sa nouvelle et plus jolie belle-fille sont maintenant ceux qui lui donnent du travail par pitié. Je n'ose même pas imaginer ce que l'on ressent en avalant sa fierté chaque jour. Et qu'est devenue la reine du campus, Miss Laura? Son histoire n'est pas moins intéressante. Après que son père l'a emmenée cette nuit-là, il l'a enfermée à la maison pendant 1 mois. Son père, un homme respecté dans le village, a failli mourir de honte. La nouvelle que sa fille était une adultère et avait détourné l'argent de ses frais de scolarité s'est propagée plus vite que la grippe. En conséquence, elle a été expulsée de l'université pour absentéisme et frais impayés, sans diplôme, sans mari riche et sans un visage parfait puisque la cicatrice de l'accident sur sa joue est devenue une vilaine marque boursouflée. Maintenant, Lara travaille dans la petite épicerie de ses parents au village. Ses rêves d'être une dame de la société dans la grande ville sont enterrés sous des sacs de riz et de sucre. Parfois, je me demande si je suis trop cruel. Mais je me rappelle alors cette nuit aux urgences. Je me rappelle comment il riait de ma souffrance, comment il planifiait ma ruine avec mon propre argent. Non, je ne suis pas cruel. Je suis juste. L'univers a son propre équilibre. Si vous lancez une balle fort contre un mur, elle vous reviendra au visage avec la même intensité. J'étais simplement le mur. Mes pensées sont interrompues lorsque mon assistante frappe doucement à la porte. Docteur, le petit déjeuner est prêt. À 9 h, vous avez rendez-vous avec le fournisseur de médicaments, m'informe-t-elle poliment. Je souris et hoche la tête. Regardez la différence. J'avais l'habitude de servir. Maintenant, on me sert. Mon emploi du temps dépendait de mon mari. Maintenant, j'organise mon propre emploi du temps. Je laisse la tasse de thé vide et ajuste mes cheveux devant le miroir. Le reflet me montre l'image d'une femme beaucoup plus fraîche, en meilleure santé, avec un éclat vif dans les yeux. Les cernes et les rides de stress ont disparu. Le docteur Karen est beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Je descends à la salle à manger, qui donne sur un petit jardin. Sur la table en bois massif, mon petit déjeuner préféré m'attend, des œufs au plat avec des pommes de terre sautées. Simple, mais mangé avec la paix dans mon cœur, cela a le goût d'un mets de grand restaurant. Pendant que je mange, mon téléphone sonne, un message d'un numéro inconnu. Normalement, je les ignore, mais pour une raison quelconque, mon doigt l'ouvre. Le message est court, mais me fait presque m'étouffer. Karen, c'est moi, Jean. J'écris depuis le téléphone d'un voisin, s'il te plaît. Ma jambe fait très mal la nuit quand je n'ai plus de médicaments. Maman est malade aussi. Elle a une toux qui ne part pas, pourrais-tu me prêter 55 $? Je jure que je te rembourserai dès que je trouverai du travail. Tu me manques. Il s'avère que toi seul me comprenais. S'il te plaît, réponds. Je lis le message 1 ou 2 fois, puis j'éclate d'un rire si fort que mon chat a pris peur et s'est enfui. 55 $. L'homme qui dépensait des centaines pour un dîner me supplie maintenant de lui prêter 55 $ et dit que je lui manque. Est-ce que c'est moi qui lui manque ou mon argent? C'est incroyable comme la roue du destin tourne. Je lui ai répondu, absolument pas. D'un geste calme, j'ai appuyé sur le bouton bloqué, et ainsi ce petit désagrément a disparu de ma belle matinée. Je n'ai pas ressenti une étincelle de culpabilité. Ces 55 $ seraient mieux utilisés en don pour une maison de retraite. Après le petit déjeuner, je me rends à mon cabinet, qui n'est qu'à 2 pâtés de maison de chez moi. Les voisins me saluent gentiment. Bonjour, docteur. Vous êtes superbe aujourd'hui, dit une voisine. Je lui rends son salut avec un sourire sincère. Vivre dans un environnement positif a un impact énorme sur la santé mentale. Quand j'arrive au cabinet, ma réceptionniste m'accueille avec le rapport des patients du jour. C'est complet aujourd'hui, docteur. Il y a 15 enfants et 10 adultes, dit-elle. Je hoche la tête, satisfaite. C'est le genre d'agitation que j'apprécie. Chaque patient qui guérit, chaque sourire d'un enfant est une récompense bien plus précieuse qu'un chèque de paie. Ma vie a de nouveau un sens. Je regarde le calendrier au mur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er du mois. J'avais l'habitude de détester le 1er car cela signifiait payer toutes les factures de gens. Maintenant, le 1er est le jour de paie pour mes employés et un jour d'épargne pour moi.
Mon compte pour les vacances de randonnée, qui avait été vidé, a recommencé à se remplir. Peut-être que je pourrais partir l'année prochaine ou dans 2 ans. Peu importe. Il vaut mieux partir seul avec la paix dans le cœur qu'en compagnie avec un cœur plein de ressentiment. À midi, un coursier apporte un énorme bouquet de roses blanches. Merci d'avoir sauvé la vie de ma mère hier de la part du fils de la patiente de la chambre 3. Mon cœur se remplit de chaleur. C'est une autre forme d'amour, universelle et sincère. L'après-midi, je ferme le cabinet un peu plus tôt pour profiter du coucher du soleil sur la place du marché. Je m'assois sur un banc et regarde les enfants faire voler des cerfs-volants. Autrefois, la vue de couples amoureux m'aurait rendu triste. Maintenant, je leur souhaite simplement le meilleur et espère que la femme n'est pas aussi sotte que je l'étais et l'homme pas un tel scélérat que Jean. Le soleil se couche et colore le ciel d'orange. Je ferme les yeux et sens la brise. Dans le silence, je parle à mon moi passé, celle qui pleurait dans la salle de bain, celle qui se sentait au bout du rouleau. Je veux la serrer dans mes bras et lui chuchoter, « Calme-toi. Tout ira bien. Tu es bien plus forte que tu ne le penses. » J'ouvre les yeux alors que les lumières de la ville s'allument. Je me lève et rentre chez moi d'un pas ferme. Il n'y a aucun doute dans ma démarche. Le passé est enterré, et l'avenir s'étend devant moi comme une autoroute fraîchement goudronnée. Je suis le docteur Karen Montenegro, une femme tout à fait ordinaire qui a été détruite et qui a rassemblé ses morceaux pour en faire une mosaïque bien plus belle. Et à Jean, Lara et mon ex-belle-mère, merci. Merci d'avoir été les parfaits méchants. Sans votre méchanceté, je serais peut-être encore coincé dans un faux mariage qui me tuait à petit feu. Vous avez été les professeurs les plus cruels, mais aussi les plus efficaces. Profitez de ce que vous avez récolté. Pendant ce temps, je vais savourer quelques dragées fraîchement achetées. La vie est trop courte pour se plaindre. Il vaut mieux la passer à être reconnaissante pour chaque souffle et chaque délicieuse bouchée. Le matin de demain viendra, et je sais que mon lever de soleil brillera intensément désormais. L'histoire de ce brouillard sombre aux urgences est terminée. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre, l'histoire heureuse d'une femme qui a choisi de s'aimer elle-même. Et croyez-moi, ce sera une bien plus belle histoire.